bonsoir à tous et merci d'être restés. Nous allons parler tout de suite avec Mario Di Palma des soins de support et on va voir tout de suite s'il y a de bonnes nouvelles pour nos patients. Mario. Oui, bonsoir. Merci Karim, merci de me donner un peu de temps sur un ASCO qui est très dense et donc on va commencer tout de suite. L'introduction précoce des soins de support. C'est une question qui a déjà été abordée il y a quelque temps. On sait depuis les travaux de Temel dans le cancer du poumon justement que le fait d'associer d'emblée les soins de support améliore la survie des patients et leur qualité de vie. Et là, on a eu une étude canadienne très large, une étude en vraie vie, c'est plus de 36 000 binômes de patients qui ont étudié de façon prospective, d'essayer de voir si finalement, quand ces patients bénéficiaient d'une prise en charge conjointe, au moins 6 mois avant leur décès, ça apportait quelque chose et surtout, est-ce que ça coûtait ou pas? Et en fait, ça a permis de montrer que non seulement ça confirme que ça apporte en termes de qualité de vie, mais en plus, ça coûte moins cher parce qu'effectivement, le fait d'introduire de façon précoce les soins de support permet finalement que les patients soient moins souvent hospitalisés et qu'ils terminent leur fin de vie plutôt à domicile. Donc, ce qu'on peut dire, c'est un argument supplémentaire pour dire que faire de la qualité, c'est-à-dire apporter une prise en charge globale à nos patients, finalement, non seulement c'est mieux pour eux, mais en plus, ça coûte moins cher à la société. En tout cas, au Canada, on peut dire que chez nous, ça devrait être la même chose. Ensuite une étude de la cohorte, je dirais, locale, Canto. Vous connaissez bien sûr cette cohorte de patientes souffrant d'un cancer du sein localisé qui a été mise en place à l'initiative de Fabrice André avec le bon docteur Vass, merci. Là, l'idée, c'était de voir un peu les problèmes de fatigue. On sait que nos patients, nos patientes sont fatigués après traitement. Là, l'idée, c'est de voir un peu ce qui se passe à distance des traitements, 1 an, 2 ans et 4 ans après la fin des traitements, et dans les composantes qui sont non seulement la fatigue d'un point de vue global, mais aussi la fatigue physique, émotionnelle et cognitive. Et là, et c'est intéressant, plus de 30% des patientes, 4 ans après la fin des traitements, ont une fatigue intense, importante. Et donc, on peut se dire que ces patients-là, ça serait intéressant de les prendre en charge. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette étude montre qu'il y a un profil type finalement des patientes qui sont à risque d'avoir une fatigue sévère à distance. Et ce sont des patientes plutôt plus jeunes, préménopausées, qui sont sous traitement hormonal, qui sont plutôt anxieuses, qui ont des insomnies, qui ont des problèmes de douleur. Bref, on passe de 6% de risque pour le risque faible à plus de 80%. On peut dire que ces patientes-là, ça vaudrait la peine probablement de les entourer un petit peu plus et de les suivre un petit peu plus. Ensuite, alors un peu d'intelligence artificielle et de machine learning. L'idée, c'était de voir pour cette étude américaine si on est capable de prédire finalement les patients qui vont avoir besoin de venir aux urgences. Alors soit aux urgences, soit en hospitalisation non programmée. Donc c'est une étude de cohorte, plus de 8000 patients. Et les gens ont regardé, grâce à des outils donc extrêmement sophistiqués, vous voyez, il y a 760 variables possibles ont été étudiées. Ils ont regardé les dossiers 6 mois avant la chimiothérapie, en tout cas ce qu'ils pouvaient trouver. 6 mois après, ils ont regardé tout un tas de choses de façon très large. Ils ont retenu 125 par contre items et qui montrent effectivement qu'en stratifiant sur ces items, on est capable de prévoir et de passer d'un risque de 13% à un risque là aussi élevé de plus de 60%. Et donc là aussi, ça vaut la peine, puisque c'est la machine qui fait le travail à notre place, de faire ce travail-là et d'identifier les patients qui vont être surveillés peut-être de façon un peu plus rapprochée. Ensuite, le Covid a accentué l'idée de faire du suivi à distance, encore plus que d'habitude, évidemment. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous-mêmes, on a présenté ici l'étude Capri l'année dernière, présentée par Olivier Mir. Là, c'est une étude randomisée, prospective, américaine, et qui donc va tirer au sort pour des patients suivis avec une chimiothérapie ou bien de la radiothérapie, soit un suivi standard, soit un suivi à distance, donc avec des outils de suivi. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que les symptômes sont importants. Je vous laisse regarder la diapositive de gauche sur l'écran. Et que ces symptômes, finalement, en les prenant en compte de façon anticipée, on va réduire les symptômes dans la durée, moins de symptômes et des symptômes moins graves. La qualité de vie est améliorée au départ. Ensuite, les deux courbes se rejoignent, probablement parce que tous les patients étaient confinés du fait du Covid. Et ça confirme donc l'intérêt d'avoir des modèles mixtes avec un suivi digital et une intervention humaine derrière pour prendre le relais en cas de besoin.
Ensuite, et je passerai rapidement là-dessus, mais je trouvais que c'était intéressant, qu'est-ce qui se passe? L'immunothérapie, on en a parlé tout à l'heure dans le cancer du poumon. Qu'est-ce qui se passe après 75 ans finalement? Et c'est une grosse étude de cohorte, plus de 2000 patients, qui a regardé un petit peu ce qui se passait en termes de toxicité et d'efficacité, surtout toxicité, pour des patients traités pour un cancer du rein, un cancer bronchique non à petites cellules ou un mélanome. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, en termes de survie, avec bien sûr, en prenant en compte les facteurs confondants possibles, il n'y a pas plus de toxicité pour ces patients, effectivement. Je trouvais que c'était intéressant, puisque c'est des patients qui, habituellement, on ne trouve pas dans les essais cliniques. Enfin, autre étude, et celle-là, Karim, elle est un peu pour toi quand même, en tant qu'expert du cancer du testicule, c'est l'intérêt de regarder un peu la répartition des graisses chez les patients qui ont une chimiothérapie pour un cancer du testicule. Alors, on sait depuis longtemps que finalement, mesurer le poids des patients, ça ne suffit pas. L'index de masse corporelle ne suffit pas non plus. Et il faut regarder un peu plus en détail. Et le détail, c'est quoi? C'est à la fois la masse musculaire, à la recherche d'une sarcopénie, mais aussi la masse graisseuse et en particulier sa répartition. Et vous voyez sur c'est des coupes scanner, vous voyez que deux patients qui ont la même BMI, eh bien, en fait, n'ont pas du tout la même répartition des graisses, les graisses étant en bleu, et que le patient qui a la graisse plutôt de façon centrale va avoir plus de problèmes finalement de santé que les autres. Et là, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé le syndrome métabolique, l'hypertension artérielle, le risque en fait de complications cardiovasculaires. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude montre que, en particulier chez les patients obèses, mais en fait chez tous les patients, le fait de regarder la répartition de la graisse est un facteur pronostic. Et là aussi, l'intérêt, ce n'est pas juste de dire ces gens sont à risque, mais en les identifiant, on va pouvoir peut-être les suivre de façon différente. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ça se fait sur un simple scanner. Et Dieu sait que ces patients-là vont avoir souvent des scanners. Voilà de façon rapide. C'était l'exercice, bien entendu, les quelques choses que nous avons trouvées avec Florence Côté intéressantes cette année. Très joli. Concernant la dernière présentation sur la masse graisseuse, est-ce qu'il y a une corrélation avec la tolérance du traitement ou... Non, c'est vraiment ce qui a été regardé. Il ne semble pas qu'il y ait ce facteur-là n'a pas été regardé. C'est vraiment, si on regardait, c'est ce qui se passait après en termes de problématiques diabète et problématiques cardiovasculaires. Avez-vous des questions sur ces différentes présentations de soins de support et de discussions autour de la surveillance de nos patients guéris ou en rémission? Tous très très sages. C'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Bon, écoute, très bien, non, vraiment de jolies études. Est-ce que sur un plan pratique, est-ce que tu penses qu'il y a un certain nombre de ces études ou de résultats qu'on va pouvoir intégrer dans notre pratique et quid de la discussion avec les autorités de santé pour la prise en charge financière? Alors, il y a deux éléments, effectivement, parce que tu as raison, c'est bien beau de poser des choses, mais finalement, est-ce que c'est des practice changing, comme on dit chez nous? Sur la dernière, c'est-à-dire sur la répartition des graisses, la réponse est oui, parce qu'on a maintenant beaucoup d'arguments pour dire que l'évaluation de la sarcopénie est un facteur du coup pronostic aussi de la tolérance des traitements. Donc ça vaut sûrement le coup, lorsqu'on fait un scanner d'évaluation tumorale ou de diagnostic initial, de regarder masse musculaire, masse graisseuse, et à partir de là, peut-être d'adapter les traitements et d'adapter le suivi des patients. L'autre élément, c'est bien sûr le suivi des patients avec l'intégration à la fois d'outils et on commence à avoir beaucoup d'outils, effectivement, qui existent, avec des infirmières de coordination. Le problème qui se pose aujourd'hui, tu viens de le dire, c'est le modèle économique qui n'y est pas. Alors, il commence à y avoir, il y a une application dans le cancer du poumon qui est aujourd'hui prise en charge pour le suivi des patients, qui est prise en charge par l'assurance maladie. Ce qu'on espère, bien sûr, c'est que ces outils, comme l'outil Capri que nous avons développé ici, mais il y en a d'autres, bien sûr, il y en a une quinzaine aujourd'hui en France qui existent, puissent à un moment donné faire l'objet d'une évaluation de type, finalement, AMM, et effectivement d'une utilisation possible dans la vie courante. Merci beaucoup Mario, sauf s'il y a une question qui finalement se révèle, ce qui ne semble pas le cas. Eh bien, on va se donner de nouveau quelques minutes de pause et revenir pour les cancers génito-urinaires. Merci beaucoup. Merci Karim.